Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Invité politique. Ce soir, Invité politique reçoit le président de l'Union pour la démocratie et le développement UDD, Tchama Hubert Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Coulibaly, l'actualité au Mali est marquée par la mort du chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé. Que retenez-vous de l'homme? C'est vraiment triste que nous soyons aujourd'hui contraints, mais par une force qui est au-dessus de nous, celle de Dieu, d'accepter le départ vers son créateur de Soumaïla Cissé. Il y a beaucoup à retenir à son sujet, mais je dirais que depuis bientôt peut-être 25 ans, un quart de siècle, Soumaïla a animé, à côté d'autres, la scène politique malienne. Un grand leader politique, un grand cadre qui a contribué depuis les années 90 à l'essor économique en tant que cadre d'entreprise, de grandes entreprises comme la CMDT, comme ministre. Il a été aussi au secrétariat général de la présidence. Il s'est occupé de questions économiques, comme ministre de l'économie et des finances, du commerce, ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, et aussi comme parlementaire, candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle depuis 2002. Il a marqué la vie politique malienne de ce dernier quart de siècle. Nous sommes tous frappés de stupeur en apprenant son décès. Je voudrais d'abord adresser mes condoléances à sa famille, à son épouse qui l'a accompagné tout le long, à ses enfants, aussi à la famille de Bokar Cissé à Badalabou, quartier dont je suis originaire, donc voisin de la famille de Soumaïla Cissé. Les liens sociaux font que Soumaïla était un oncle à moi. Et je garde de lui le souvenir d'un homme d'engagement. Il s'est engagé, un homme de combat, il s'est battu dans des conditions qui, récemment d'ailleurs, lui ont valu d'être enlevé en lui donnant un statut d'otage pendant plusieurs mois. Et il est évident que nous ne nous attendions pas à ce qui est arrivé. Ok. Mais en croyant, oui. il faut l'accepter. Oui. Parlant de vos souvenirs de l'homme, vous l'avez pratiqué au-delà de cette ambiance d'angoisse généralisée. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous raconter sur l'homme? Oh, j'en aurais beaucoup. J'en aurais beaucoup. C'était quand même un homme gai. Depuis la période de 2002, pendant laquelle il avait été candidat de l'ADEMA pour la première fois, notre parti l'avait soutenu dans le cadre d'une plateforme qui s'appelait l'ARD, à laquelle l'UDD était partie prenante. Et nous avons soutenu la candidature de Soumaïla. Nous nous sommes battus à ses côtés. Et comme candidat à la présidentielle et comme candidat pour devenir député. Je n'oublie pas le passage qu'il a fait à lui et moi comme patron de la commission. Il y aurait beaucoup d'anecdotes, mais vous savez, nous sommes saisis, comme je vous ai dit, nous sommes étreints par la douleur et la surprise de ce qui est arrivé. Je voudrais simplement adresser mes condoléances à sa famille, à son épouse, à ses enfants,
et à l'URD, qui perd un grand leader, et le Mali perd un grand acteur de la démocratie. Ok, Monsieur le Président, l'actualité au Mali est également marquée par ces arrestations en cascade. Quelle lecture faites-vous de ces arrestations? Je pense qu'il faut prendre le temps de s'informer, puis d'analyser. En l'absence d'informations stables, il est difficile de donner une opinion. Une arrestation est un événement important, parce qu'il y a peut-être un individu qui est privé de sa liberté, mais je crois aussi que les services de sécurité ont des marges de manœuvre, on peut les juger comme on veut, ont des marges de manœuvre qui sont généralement admises, peut-être aux fins d'approfondir des indices qui sont disponibles. Je ne voudrais pas anticiper sur ce que je saurai dans les jours à venir par rapport à cela. Mais je demeure un défenseur des droits de l'homme, je demeure un défenseur des principes constitutionnels, je demeure un défenseur d'une ambiance plutôt sereine dans la cité. Je demeure aussi un défenseur de l'État. Le Mali n'a pas besoin d'être déstabilisé plus qu'il l'est aujourd'hui. Ces messages s'adressent à qui? À tout le monde. Okay. À tout le monde. À tous les acteurs. Que ce soit ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de l'autorité d'État, que ce soit ceux qui, comme nous, animent l'action politique, que ce soit les simples citoyens, nous devons tous faire en sorte que la situation que nous vivons aujourd'hui, de profonde déstabilisation, certains disent depuis 2018, d'autres depuis 2013, mais en fait c'est depuis 2006, depuis les attaques de 2006, notre pays est déstabilisé. Nous ne devons pas en rajouter. Si une lutte pour le pouvoir doit s'engager, elle doit s'engager dans le cadre de notre Constitution et des règles que nous avons admises entre nous. Donc je demeure un défenseur des droits de l'homme, je demeure aussi un protecteur de l'État. Toutes les personnes arrêtées sont réputées avoir un lien direct ou indirect avec l'ancien Premier ministre, Dr Boubou Cissé, dont la maison même aurait été visitée par des hommes armés. Est-ce que vous pensez que l'homme de la prochaine présidentielle plane sur ces arrestations? Écoutez, puisque vous l'avez dit, que sur la lutte pour le pouvoir devait être déstabilisée. La prochaine présidentielle se jouera dans les urnes. Elle se jouera dans les urnes. Elle ne se jouera pas sur la base de manœuvres, quelles qu'elles soient armées ou pas, ou de déstabilisation. Ça ne se jouera pas là. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les Maliens ont appris beaucoup de leçons. Les Maliens ne sont pas dupes. Donc, il faut que ceux qui concourent à cette compétition pour le pouvoir doivent s'inscrire, encore une fois, dans les règles qui sont admises entre nous. Vous voyez, la mission principale, à mon avis, de cette transition est de créer les conditions pour cela, de poursuivre les tâches concernant la réorganisation territoriale, de travailler sur le projet de la future constitution. Moi, je suis partisan que nous allions vers une 4e République. Je suis partisan de cela. Et la transition doit travailler pour cela. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de tâches courantes qui concernent les aspects économiques et sociaux de notre pays. Voyez-vous les conflits sociaux qui ne s'arrêtent pas et qui vont au-delà d'un régime, qui vont au-delà d'un gouvernement. Donc il y a des conditions intelligentes à réunir afin que ce débat aussi puisse être plus serein, que nous sortions du contexte de bras de fer ou de défiance. Il faut arrêter tout ça. Okay. C'est une question de responsabilité. Okay. Récemment, on a vu les hommes des médias monter sur le créneau pour dénoncer les menaces graves qui planent sur la liberté de presse et d'expression au Mali. Vous qui avez été homme des médias dans un passé lointain, est-ce que vous êtes solidaire de ces messages des hommes de presse? J'ai été homme de médias, c'est vrai, c'est un peu ce que j'ai étudié en partie, mais j'ai été aussi ministre de l'administration territoriale. Et tout ce qui a été dit
est dans la loi. Vous savez, l'assignation à résidence, c'est dans la loi. Du reste, je retiens que les hommes de médias... Le contrôle du contenu des productions. Les hommes de médias ont rencontré le ministre de l'administration territoriale, oui, qui s'est expliqué. Il s'est expliqué et je pense qu'il a apporté un certain nombre d'éléments qui ont fini par calmer cette tension. Je le félicite d'ailleurs pour cette démarche parce que quand un responsable au niveau national s'exprime, ou en tout cas indique une voix, et que cette voix, enfin cette indication suscite inquiétude, voire angoisse, comme vous l'avez dit, l'attitude consiste à s'expliquer pour atténuer le malentendu. Je pense qu'il l'a fait. Mais cette sortie du ministre, quand même, est en décalage avec l'arrestation d'un autre journaliste, Razbach. Encore une fois, il convient de prendre le temps d'avoir toutes les informations. L'exercice du droit de presse est inscrit dans les grands principes de la République. Ceux qui d'ailleurs ont animé ce pays ces dernières années, pour nombre d'entre eux, avaient exercé ce métier. Je pense à quelqu'un comme Alpha Omar Konaré, qui a quand même contribué grandement à l'essor de la presse privée. Et ce sont ceux-là qui ont travaillé sur cette constitution. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Personne ne peut toucher au droit de la presse. Cependant, il convient aussi, en termes de contenu, oui, les cas Razbach quand même fait coller à la loi. Oui. Il faut coller à la loi. Oui. Vous savez, la presse est certainement une des gardiennes de nos libertés. Mais je me souviens d'un devoir de rédaction que nous avions eu quand j'étais étudiant, justement en sciences de l'information et de communication, dont le thème était « Qui seront les gardiens de nos gardiens ?» La loi encadre tout ça. Je ne voudrais pas singulariser mon propos sur M. Bathily que vous évoquez. Je vous recommande encore une fois de prendre patience. Certainement que dans les jours à venir, nous en saurons plus. Et si jamais il y a des violations, le Mali ne manque pas d'hommes pour dénoncer les violations et surtout défendre les droits. Monsieur le Président, la marche de la transition ne semble pas être un long fleuve tranquille. Le règlement intérieur du CNT a été soumis à l'avis de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, au retour, a décidé de refuser le statut de député au CNT. Quel commentaire faites-vous de cet avis de la Cour constitutionnelle également? Mais encore une fois, le problème est réglé. La Cour constitutionnelle a reçu les modifications qu'elle attendait sur le règlement intérieur et elle a publié un second arrêt donc, qui donne vigueur au règlement intérieur. Je pense que ce débat aussi est clos. Une transition reste une transition, c'est une période d'exception. Il faut savoir que les institutions qui sont là, telles que le CNT, sont des institutions exceptionnelles. Donc, même s'il y a des analogies en termes de mission, même s'il y a des prérogatives concernant les membres, ça ne peut pas être exactement comme si nous étions dans notre Constitution. Je pense que c'est ce que la Cour constitutionnelle a indiqué. Et je crois que les membres du CNT, la commission de rédaction de ce règlement intérieur s'est réunie et a procédé aux corrections. Et je crois que donc ce débat semble être clos. Pour beaucoup d'acteurs politiques, les membres de ce CNT souffrent de légitimité au niveau de l'UDD. Est-ce que vous pensez que ce CNT est assez légitime pour prendre des lois au nom de toute la République? Mais encore une fois, ça procède d'un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Même si les gens ne veulent pas en parler, il y a eu un coup d'État. Et nous sommes dans une transition. Et cette transition, elle est prévue pour durer 18 mois. Et pendant ces 18 mois-là, il faut travailler, faire des textes parce qu'il y a des réformes à faire. Moi, honnêtement, je pense que le processus a été un peu compliqué. Il eût été peut-être plus simple de faire comme ceux qui ont fait le coup d'État de 91
n'est-ce pas, gouverner par ordonnance dans le cadre d'une structure qui est constituée et avec l'ensemble des représentants du spectre politique et social. Ça aurait été beaucoup plus simple. Donc vous pensez que la légitimité de ce CNT n'est pas à mettre en cause? Mais vous savez, quand vous parlez de légitimité, oui. Moi, ce que j'ai appris, vous savez, l'UDD n'a pas de représentant là-dedans. L'ARP non plus, d'ailleurs. Vous avez quand même déposé des CV? Oui, nous avons envoyé, mais nos candidatures n'ont pas été retenues. Donc, mais j'observe que même ceux qui ont, à l'époque, rejeté, y ont des représentants. Donc, quand on parle de légitimité, le débat est un peu complexe. Moi, je retiens simplement que nous sommes dans une période d'exception et que donc, il faut accepter que le travail soit fait dans le cadre d'un consensus minimum. Personne ne trouvera entière satisfaction dans ce qui est fait. Mais si cela permet d'avancer, nous soutenons. Nous soutenons. Mais il faut que les réformes soient faites. Et en plus, moi je recommande vivement aux autorités de la transition de privilégier la concertation avec les forces politiques. Je leur recommande vivement de privilégier la concertation avec les forces sociales. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, la légalité aussi de ce CNT est évoquée par un certain nombre d'acteurs, peut-être au niveau du M5 par exemple, qui a décidé d'attaquer le décret de nomination de ces membres du CNT au niveau de la Cour suprême. Est-ce que vous pensez que cela aussi est de nature à retarder notre processus de sortie de crise? Je pense que c'est de nature à nourrir la polémique. Mais ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits parce que même si nous avons assisté à cet épisode qui a consisté à un coup d'État, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas d'accord n'ont pas le droit de s'exprimer. Le M5 a le droit d'attaquer tout texte qu'il estime devoir être attaquable. Cependant, encore une fois, moi je privilégie la mise en œuvre du travail qui est nécessaire pour que le Mali puisse revenir dans un équilibre politique, un équilibre social et un équilibre institutionnel. Donc pendant que ces procédures-là suivent leur cours, mais il faut que le travail soit fait. Mais le M5 est dans son droit d'attaquer auprès de la Cour suprême, ou si c'est une autre instance judiciaire, tout texte ou toute action qu'il estime être en dehors de la loi. Okay. Le Front social, c'est cette autre épine dans le pied de la transition. Est-ce que vous avez des propositions à faire à ce niveau pour que l'UNTM et le gouvernement puissent arrondir les angles? Première recommandation, privilégions le dialogue. Il faut éviter les postures de défiance. Cela n'est pas bien. Là, vous adressez au président de la transition qui a jeté cette petite phrase à la figure des syndicalistes en Benyogona. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Non, je ne m'adresse pas au président de la transition. Je m'adresse à l'ensemble des acteurs. Les postures de défiance sont nombreuses et sur tous les bords. Et ce n'est pas sage. Il faut privilégier le dialogue. Il y a des problèmes objectifs. Mais est-ce que cette sortie du président de la transition facilite cette posture de dialogue? Bon, le Premier ministre a, je pense, repris langue avec les syndicats. Donc l'incident est derrière nous. C'est le plus important. Oui. C'est le plus important. Il ne faut pas s'attacher à ceux qui n'apportent pas grand-chose au débat. Il faut s'attacher et s'agripper aux opportunités qui peuvent faire en sorte que les Maliens se parlent à nouveau. Les partenaires sociaux doivent se parler. Il n'est pas aujourd'hui acceptable, après toute l'expérience que nous avons en termes de traitement des conflits sociaux, en termes d'équilibre entre les partenaires sociaux, État, patronat, syndicats, après toute cette expérience-là, que nous soyons dans un tel blocage. L'État a pris des engagements. Ce sont des engagements lourds, très très lourds. Et vous savez que ce qui manque le plus aujourd'hui, ce sont les ressources. Il y a très peu d'argent par rapport aux obligations de l'État, par rapport aux besoins du Mali. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc le contexte n'y sied pas à une grève? Ah non, la grève, on fait grève quand on veut. Mais il faut savoir
se mettre autour d'une table et inscrire les revendications et leurs satisfactions Oui, mais dans le temps. qu'est-ce que vous reprochez à l'UNTM, par Rien exemple, du tout. à la démarche de l'UNTM? Rien du tout. Moi, je ne reproche rien à l'UNTM. L'UNTM est dans son droit de faire grève. C'est un droit, encore une fois. C'est un droit. Malgré les contextes Cependant, sanitaires et politiques, je vais vous dire une chose. sécuritaires. L'ARP a fait un communiqué. Nous pourrions vous parvenir ce communiqué s'il vous a échappé. Nous avons dit ce que je suis en train de vous dire. Il faut aller encore au dialogue. Il faut accepter que le pays est dans une situation extrêmement difficile. Il faut reconnaître qu'il y a des besoins sociaux à satisfaire. Ainsi, il faut que les différents acteurs s'inscrivent dans un travail et un dialogue sincère, et inscrire ce qui doit être réglé dans le temps, de manière à ce que le règlement, la satisfaction des revendications soit en harmonie avec les besoins. Donc c'est une démarche progressive qu'il faut engager. C'est ça notre point de vue. Vous savez, ça fait 3 ans ou 4 que nous parlons de cette fameuse conférence sociale. Personne n'arrive à la faire. Pourquoi posons-nous cette question-là? Aujourd'hui, quelles opportunités avons-nous de faire cette conférence sociale? Est-ce que les partenaires sociaux sont disponibles? Ainsi, s'ils sont disponibles, il faut engager sans délai la préparation d'un tel dispositif. Mais nous ne pouvons pas rester dans ces postures de défiance, de bras de fer. Ça n'arrange personne. Ok. Nous sommes pratiquement dans les derniers virages de cette émission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la date est tenable pour qu'on tienne les élections à date? Je pense que quand le CNT sera opérationnel, nous pourrions en parler. J'observe que le ministre de l'Administration, qui a animé le cadre de concertation avec les partis politiques il y a juste quelques jours, a donné un calendrier qui ferait que le processus électoral se clôturerait par l'élection du président de la République, si mes souvenirs sont exacts, au mois de mars 2022. Alors, donc la volonté est exprimée. Mais vous savez, il y a 6 scrutins à organiser, si nous devons tous les faire. Avant cela, il y a un projet de constitution à proposer au peuple malien. Il y a un processus de rédaction, de partage, etc. Il y a la réorganisation territoriale, les 11 nouvelles régions qui ont été créées, 12 qu'il faut rendre opérationnelles. Bon, des gouverneurs sont nommés, mais les régions ne sont pas opérationnelles. Cela demande beaucoup d'argent, ça demande de la ressource humaine, etc., etc. Il y a beaucoup de travail. Donc, quand on va commencer, nous évaluerons. De toute façon, les accords entre Maliens et les accords entre le Mali et la communauté internationale fixent la limite de cette transition à 18 mois. Alors, mettons-nous au travail. Vous savez, au lieu d'être là à se soupçonner ou à vouloir se faire des crocs en jambes ou à se tacler les uns et les autres, essayons de faire avancer vous ouvrez une fenêtre de prorogation des... Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, nous sommes en train de préparer ces élections-là. Nous sommes en train de les préparer toutes. Communales, locales, régionales, législatives et présidentielles. Nous les préparons. Notre souhait est que cela se tienne dans les délais. Et c'est ça notre engagement, ce sera cela notre combat. Mais nous voulons le faire en accompagnant, pas en étant dans une posture de harcèlement des autorités de la transition, parce que ça ne servirait à rien. Au contraire, ça ralentirait le processus. Il faut contribuer. Maintenant, je demande à ce que ces autorités-là usent de toutes leurs ressources pour que l'atmosphère soit sereine entre nous, acteurs politiques, pour que cela se fasse bien. Mais si nous continuons, vous savez, dans ce qui se passe aujourd'hui, là, les rivalités, les bras de fer, ça ne marchera pas. Monsieur le Président, nous sommes à la fin de cette émission. Peut-être un message à tous ces militants UDD qui vous suivent à travers Renouveau TV. Je leur demande de continuer à être mobilisés, aux militants de l'UDD, aux militants de l'ensemble des organisations de notre regroupement, l'ARP, pour que nous puissions participer positivement à ce qui se passe aujourd'hui et pour que
nos structures soient opérationnelles sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur du Mali, afin de participer vaillamment aux élections qui arrivent. C'est ça le message. Ok. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous. Merci beaucoup. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Invité politique. Notre invité était M. Tchema Hubert Koulibaly, président de l'Union pour la démocratie et le développement et président du regroupement politique ARP. Merci à vous et à un autre numéro de votre émission Invité politique.